Bonjour Lucille. Bonjour Lucille. Bonjour Lucille. Bonjour Lucille. Chère Lucille. Bonjour Lucille. Salut Lucille. Bonjour Chère Lucille. Lucille. Bonjour Lucille. Bonjour Lucille. Bonjour Lucille. Chère Lucille. Salut, c'est Lucille Bélan. Bienvenue dans C'est compliqué le podcast. Au programme de cet épisode, le témoignage de Lola, rennaise de 28 ans, qui souffre d'avoir dû se séparer de son compagnon à cause de son asexualité. En seconde partie d'épisode, nous parlerons de chiffres qui pèsent, de témoignages qu'on n'oublie pas et du burn-out militant. Lola a 28 ans. Elle habite à Rennes et elle est en couple depuis 11 ans. Après 2 ans et demi de relation, son compagnon découvre qu'il est asexuel. On a eu très peu de rapports sexuels tous les deux. Et en fait, au fil du temps, il m'a dit que voilà, il n'avait pas de désir, qu'il ressentait pas grand-chose et que il le faisait surtout pour me faire plaisir, mais que lui, c'était presque une corvée. Ils essayent ensemble beaucoup de choses pour démêler la situation. Pour s'en sortir, on a suivi thérapie de couple avec sexologue. Lui a suivi une thérapie de son côté, moi de mon côté. Il a essayé de prendre des médicaments. On voulait absolument s'en sortir pour sauver notre couple parce qu'on est très amoureux. On a décidé donc d'ouvrir notre couple. Donc moi, il m'a laissé la liberté totale. Et de fait, j'ai eu des relations avec d'autres garçons, mais c'était compliqué à gérer émotionnellement. Ils s'aiment pourtant si fort qu'ils décident de se marier. Il se trouve qu'aujourd'hui, on se sépare parce que c'est plus possible. Ce qui est très difficile, c'est que on peut dire que le sexe est la raison de notre rupture. Sauf que c'est très difficile parce que peu de gens autour de moi connaissent ce sujet. Peu de gens ont de réponses à m'apporter. Tout le monde est un petit peu démuni autour de nous, sachant que on est vraiment très bien tous les deux et malgré tout, ça va nous séparer. Alors, je me dis mince, il y a vraiment, il y a pas que le sexe dans la vie pourtant, mais finalement, ça compte bien plus que ce que j'imaginais. C'est vrai que le fait de pas me sentir désirée, de pas me sentir belle dans ses yeux, c'est douloureux, c'est compliqué. Ça m'a énormément fait perdre confiance en moi, en la vie. Ça m'a beaucoup chamboulée. Du coup, voilà, ça fait 2 mois qu'on est séparés, qu'on a déménagé. Mais c'est très difficile. Chère Lola, il me semble que c'est votre amour qui vous a donné la force de tout tenter pour que votre couple fonctionne malgré les difficultés. Cette décision actuelle, elle n'a donc pas vraiment un goût d'échec pour moi. Mais c'est encore une fois une décision d'amour que vous avez l'un pour l'autre. D'une part, parce que vous ne vous épanouissez plus totalement dans la relation et que la situation commence à avoir des conséquences sérieuses sur votre confiance en vous et donc votre santé mentale. Et d'autre part, parce que votre futur ex-mari mérite aussi de trouver l'apaisement dans sa vie vis-à-vis de ses besoins et désirs pour l'avenir. Parce que vous vous aimiez, vous avez essayé à tout prix de vivre ensemble pendant 11 ans malgré la situation. J'en profite pour faire une parenthèse. Il est possible d'être en couple avec une personne asexuelle. Cela nécessite juste des ajustements, comme ceux que vous avez essayés par exemple. Ces ajustements, comme le couple libre, ne conviennent juste pas à tous et toutes. Et notre société même nous pousse à voir le désir et la sexualité comme des jugements de valeur sur notre personne et des indicateurs de l'amour. Ce que je trouve beau dans votre histoire, c'est que même dans la rupture, vous avez essayé de continuer à vous respecter l'un l'autre et à vous offrir une belle vie. Pour l'instant, vous avez l'impression que c'est un échec, que c'est une souffrance et une injustice. N'oubliez pas l'amour. Il n'y a pas de raison que vous coupiez les ponts tous les deux, et vous avez chacun une place particulière dans la vie de l'autre. Ce que vous avez construit pendant 11 ans existe encore, et pourrait bien exister toujours si vous le désirez. L'amour que vous avez l'un pour l'autre est unique, et comme vous le savez déjà, il ne s'inscrit pas dans une norme. Avec, vous pourriez très bien construire une nouvelle relation, toujours aussi unique, de respect et d'amour où vous auriez chacun une place pour vous épanouir individuellement. Même si c'est compliqué, on peut toujours en parler. Les chiffres qui font mal, c'est notre thème du jour. Je me suis rendu compte il y a peu que mon quotidien était baigné de chiffres. Et je ne parle pas d'argent ici, mais bien de statistiques qui finissent par peser insidieusement sur le moral. En janvier 2017, l'autrice et journaliste Titiou Lecoq
commence la liste des féminicides reportés par la presse pour le journal Libération. Elle effectue un vrai travail de recensement, inédit jusqu'alors. C'est parti de voir à chaque fois le chiffre qui revenait tous les 3 jours, une femme meurt sous les coups de son conjoint, ce qui est la formule consacrée qu'on voit dans les affiches de prévention. Et je me disais, c'est fou, en fait, j'ai l'impression que j'ai entendu ce chiffre toute ma vie, alors qu'il doit quand même bouger, ça doit pas être stable à ce point-là. Et du coup, j'ai voulu vérifier. En fait, on a les chiffres officiels des années précédentes, mais il n'y avait pas celles du moment même. Et au bout de plusieurs mois, comme ça, les compiler, mais c'était juste pour moi, pour me rendre compte de ce que ça donnait. J'ai décidé d'en faire une liste parce que je me suis rendu compte de ce que c'était vraiment, quoi. Et que le chiffre tous les 3 jours, alors était vrai, mais que ça m'avait induit sur plein d'idées fausses qui, je pense, sont très partagées. Et la plus forte, je pense, la plus grosse révélation, ça a été de me dire, elle ne meurt pas sous les coups. C'est pas des femmes battues où un coup va trop loin. De manière générale, le mari qui prend le couteau et qui plante son épouse. En 2019, elle passe le relais à la journaliste Virginie Ballet. Cette année-là, pendant l'été, le mouvement des collages féminicides est lancé. Et la rue elle-même se pare de ces histoires et des prénoms qu'on n'entendait jamais avant. Une enquête IFOP pour la Fondation Jean Jaurès, rendue publique en 2019, annonce que 86% des Françaises ont au moins une fois dans leur vie été victimes d'une forme d'atteinte ou d'agression sexuelle dans la rue. Une note publiée par le service statistique ministériel de la sécurité intérieure rapporte que 67 viols en moyenne sont constatés par les services de l'ordre par jour en France. En 2020, 24 800 viols ont été reportés aux gendarmes et aux policiers, soit 11% de plus que l'année précédente. Un autre chiffre choc marque les esprits. C'est celui d'un enfant sur 5. Un enfant sur 5 en Europe serait victime de violences sexuelles, sous une forme ou une autre, selon le Conseil de l'Europe. Cet automne, le très attendu rapport de Jean-Marc Sauvé sur les violences sexuelles dans l'Église en France fait savoir que 330 000 enfants et adolescents ont été victimes de violences ou d'agressions sexuelles de la part de religieux, clercs et laïcs liés à l'Église depuis 1950. Les chiffres sont partout, et ils sont impressionnants. Je ne dis pas que je voudrais vivre avec des œillères, mais j'ai arrêté de me réjouir des mouvements de libération de la parole et des études et enquêtes qui viennent confirmer les témoignages avec des chiffres. Au départ, je me disais que ces informations venaient confirmer mon ressenti en tant que femme, en tant qu'ancienne enfant. Je me disais que ce que j'avais vécu avait été partagé par d'autres, et c'était une idée assez nouvelle. Je me disais aussi que parler pouvait permettre de se faire reconnaître, de soulager quelque chose en soi. Je me disais que les chiffres viendraient changer les choses. Et puis maintenant, je ne sais plus. Après MeToo, MeToo gay, les différents balance-tons qui s'enchaînent, le hashtag double peine qui dénonce la façon dont les victimes de violences sexuelles sont accueillies dans les gendarmeries et les commissariats, je ne sais plus. Je crois à ces victimes. Je sais leur souffrance parce que c'est aussi la mienne. Et je veux continuer à participer à ce mouvement dont je veux croire qu'il peut changer les choses. Mais je n'arrive plus à ne pas y penser. Parfois, très souvent, j'ai l'impression de vivre dans un cauchemar composé de mes propres expériences traumatiques et puis d'être aussi entourée de celles des autres. Parce que je ne peux plus oublier ces prénoms et ces histoires. Ce sentiment porte un nom, c'est le burn-out militant. Anaïs Bourdet, qui relayait les violences sexistes du quotidien sur le Tumblr Paytachnek, a annoncé durant l'été 2019 arrêter son travail de recueil des témoignages. Elle expliquait, je cite, « Je n'ai pas ou plus les épaules. Je suis épuisée et honnêtement terrorisée. Je n'arrive plus à lire vos témoignages et à les digérer, en plus des violences que je vis dès que je mets le pied dehors. La colère que j'ai accumulée en presque 7 ans me bouffe et me pousse à réagir quasi systématiquement. Et la plupart du temps, ça ne fait qu'envenimer la situation. » Fin de la citation. Elle concluait que pour elle, témoigner et partager les témoignages ne semblait plus suffire, que rien ne changeait. 2 ans plus tard, j'ai du mal à arriver à une autre conclusion, même si le témoignage me semble toujours nécessaire. Mais il commence à fleurir des initiatives locales qui visent à remettre de l'action dans nos expériences traumatiques, à nous rendre à nouveau actrices de la situation. J'ai vu des groupes de femmes se former, des sororités se créer, des dizaines de femmes se lever un samedi matin à l'aube pour aller coller des centaines d'affiches dans le quartier d'un agresseur. J'ai lu Les Orageuses, de Marcia Burnier. Je n'arrive plus à oublier les prénoms et les histoires, les chiffres terrifiants qui tombent à intervalles réguliers et qui ne semblent pas assez toucher les gens,
pas assez pour changer les choses profondément et durablement. Mes épaules sont alourdies de toute cette violence. Et je sais que je ne suis pas la seule à en souffrir. À souffrir tout court. Mais depuis quelques mois, je vois des actions se mettre en place, des réseaux de soutien se concrétiser, les frémissements d'une résistance apparaître. Et ça commence à me redonner de l'espoir. C'était C'est compliqué le podcast. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker ou envoyer un commentaire. Pour participer à ce podcast et partager vos témoignages, vous pouvez vous enregistrer et nous envoyer ce message par mail à c'estcompliqué@slate.fr ou nous envoyer un message vocal par WhatsApp au 07 61 76 74 01. C'est compliqué est un podcast de Lucille Bélan, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et de Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, réalisation et montage, Aurélie Rodriguez.